l'avons soutenu. Mais je crois qu'il symbolise la classe politique et la conception de la politique au Sénégal. Mais enfin, je ne suis pas là pour m'étendre là-dessus. En disant cela, je crois que c'est suffisant. Parce que les Sénégalais, ils vous renvoient dos à dos. Ils disent que les politiciens, ils sont tous dans le même panier. Non, le panier, c'est celui de Macky Sall aujourd'hui. Il y a ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Vous avez quand même des personnes qui auraient pu y aller, qui ne sont pas allées. Peut-être que j'en fais partie. Moi, je suis convaincu que quelqu'un comme Thierno Bokoum, pour ne pas le citer, en fait partie. Je suis convaincu que quelqu'un comme Déthié Fall en fait partie. Mamadou Lamine Diallo ne va jamais accepter. Vous avez été démarché dans l'optique d'entrer dans un gouvernement, par exemple? Il y a eu des intermédiaires qui se sont présentés. Je ne sais pas, je ne peux pas jurer de qui les a envoyés, mais bon, ça existait, évidemment. Mais voilà, mais vous avez, au niveau de l'opposition, des hommes et des femmes, et d'ailleurs qui sont parfois dans la durée. Moi, je suis épaté quand je constate la propension, parce que c'est pas nouveau avec Macky Sall, c'est aller très très loin avec Macky Sall, mais il faut le dire, ça existait à l'époque de Abdou Diouf, ça existait à l'époque du président Abdoulaye Wade, donc ils sont dans des démarches de débauchage des opposants systématiquement, et c'est dramatique d'ailleurs, hein, on pourra y revenir. Mais je suis épaté quand, après 4 années de politique, je constate qu'il y a des personnes qui sont dans l'opposition depuis 20 ans, depuis 15 ans, et qui sont fermes dans leurs convictions. Ça existe, donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça serait une grave erreur, et surtout, ça va conduire au désespoir. Alors, Abdoul Mbaye, les discours au relent ethniciste, refus de contradiction par-ci, par-là, les menaces qui pèsent sur des journalistes, le Sénégal est-il assis sur une poudrière? Écoutez, ce sont des dérives graves. Je préfère d'ailleurs penser qu'il ne s'agit que de début de dérive. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai entendu les propos du député Dembourou Sow, tout de suite, j'ai rédigé un courrier pour alerter la Cour pénale internationale. Vous êtes allé trop loin. Ah oui. Autour de moi, parce que je fais quand même les choses en consultation, on m'a dit non, il ne faut pas le faire, parce que sinon ça va donner de l'ampleur à l'affaire, il vaut mieux laisser passer. Mais je craignais ce type de dérive. Vous allez encore dire oiseau de mauvais augure, mais ou de début de dérive. Et voilà, on y est. Le président Macky Sall aurait dû exiger de Dembourou Sow des excuses publiques. Il y a un débat qu'il ne faut pas commencer. Ce sont des petites graines qu'on sème, on ne sait jamais où ça finit. Et aujourd'hui, il doit y mettre le holà de manière ferme. En faisant quoi? Mais en faisant des déclarations à la mesure de la gravité de la situation. Au moins des déclarations. Je ne veux plus entendre parler de ça. Il est temps que Macky Sall se retrouve dans un poste, dans une fonction qu'il devienne président rassembleur. Pendant 9 ans, il a été président d'une famille, d'un clan, je l'ai dit à un de vos collègues il n'y a pas longtemps, président d'un parti, pour celui qui disait la patrie avant le parti. Aujourd'hui, la crise est grave et il faut qu'il en prenne conscience. Et vous savez pourquoi la crise est grave? Vous avez des fondements à cette crise qui ne peuvent pas être corrigés à brève échéance. C'est pas possible. C'est aussi profond. C'est quoi? C'est notamment la condition économique des Sénégalais, la situation de pauvreté et de dénouement des Sénégalais. Donc, tous les scénarios qui peuvent être construits doivent prendre en compte cette réalité. La poudrière, c'est ça. C'est pas autre chose. Maintenant, dès lors que cette poudrière est là, évitons l'étincelle.
Oui. Évitons l'étincelle. Quand un journaliste trempe sa plume dans du venin et dit tout le mal qu'il pense d'une ethnie, où est la part de responsabilité de Macky Sall? Mais c'est bien lui qui dit qu'il est l'ami de Macky Sall. Et tout le monde sait, quand même, quand on connaît l'orientation politique des journalistes. Ah bon, parce qu'ils en ont. Mais évidemment. Mais évidemment, quand vous lisez plusieurs fois les unes, quand vous lisez plusieurs fois les éditoriaux, quand vous lisez les positions systématiques, mais vous connaissez la position d'un journaliste. Quand lui-même dit c'est mon ami, ben, les choses sont claires. Mais il faut qu'on arrête ça. Et il y a j'ai vu d'ailleurs que le Corrède, je crois, proteste, mais on a, dans tout pays, il y a des fous. Donc il faut arrêter Madiambal. Mais il faut l'arrêter immédiatement. Et il n'est pas le seul. Tous ceux qui peuvent aller dans une telle direction doivent être immédiatement arrêtés, convoqués à la DIC. Ah bon? On ne doit pas accepter de telles choses, exiger des excuses publiques, des retraits de propos, se désolidariser de ce type de discours. Et le procureur... Mais le silence est inadmissible. Inadmissible. Mais qu'on se réveille dans ce pays. Pourtant, on dit que c'est par le silence qu'on doit répondre à ces gens-là. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, non, non. Mais je regrette d'ailleurs, hein, parce que moi, on m'a dit non, il faut se taire, il ne faut pas alerter la CPI. Mais j'aurais dû. J'aurais dû le faire à ce moment-là. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir le mal. Surtout un mal de cette nature. Regardez les pays dans lesquels de telles questions ont pu éclore. Mais ça dure 20 ans, 50 ans, 100 ans, parfois plus. Il faut que Macky Sall revête pour une fois, on le lui demande, et je l'en supplie, son costume de président rassembleur et qu'il arrête cette affaire, quitte à y perdre certains soutiens parfois indéfectibles. Quand le président dit aux manifestants, surtout aux jeunes, je vous ai compris, est-ce que vous lui donnez la présomption de bonne foi? Écoutez, c'est un président de la République, c'est vrai qu'il ne nous a pas habitués à respecter sa parole, mais vu la situation dans laquelle se trouvait le Sénégal, c'est pas le je vous ai compris, c'est il a enfin compris. Il a mis du temps pour comprendre. Il a mis du temps pour comprendre, mais il a enfin compris. Par contre, il va être jugé non pas a priori, parce que je ne suis pas dans de telles démarches, mais on va apprécier sa compréhension de la situation. Et attention, c'est pas une je vous ai compris en parlant aux jeunes. Attention, il faut qu'ils comprennent tous les Sénégalais. Parce que la crise, ce n'est pas seulement une crise de jeunesse. La crise de jeunesse, elle est réelle, elle est immense, elle est énorme, mais il y a une crise générale. Et il est important que ces prochains actes, ces prochaines attitudes aillent dans ce sens. Je vois par exemple aujourd'hui, on semble remettre en question la possibilité de pouvoir organiser des élections locales avant la fin de l'année. Le report est acté au Conseil des ministres. Bon. On parle de fin février 2022. Voilà le genre de questions qu'il faut traiter dans un contexte comme celui du Sénégal de manière consensuelle. Alors, qu'a-t-il compris? Qui a-t-il compris? Oui, mais lui, la jeunesse qui attend les 300 milliards, le Sénégal, la crise politique, elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. Est-ce que vous allez accepter un troisième report des locales, vous personnellement et votre parti? Nous sommes pour l'organisation des locales en décembre 2021. Point barre. Bon, le problème également, c'est que en discussion à la recherche d'un consensus avec l'ensemble des partis, et notamment la majorité, on constate qu'à chaque fois, ils perdent du temps. Ils font perdre du temps presque pour aller vers... Et puis, il y a un autre risque. On a affaire à une machine de ruse. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, on dit, bon, ça va être février 2022. Puis, on va entendre dire, oui, on ne peut pas, à 4 mois ou 5 mois d'intervalle, organiser 2 élections au Sénégal. Il faut les coupler. Donc, il faut les coupler. Finalement, il y a, je sais pas moi, n'importe quoi, des inondations, on va reporter ça. Le calendrier républicain, il doit être respecté. Donc, il y a une absence de volonté manifeste de tenir ces locales-là.
c'est mon sentiment, et malheureusement, c'est le message qui est délivré. Et ça ne va pas dans le sens du « je vous ai compris ». Et ça risque de casser le petit acquis qu'il avait retiré des difficultés que nous avons vécues au début du mois de mars, en contredisant ses ministres et en allant dans le sens qu'on pouvait considérer comme un sens d'apaisement. Et le président, est-ce que vous l'avez pratiqué, comme je le disais, vous l'avez connu, vous connaissez bien le président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il a quelque part ici ces événements qui l'ont contraint même à faire ce discours à la nation? Non, le discours à la nation est bienvenu et je pense qu'il a dû être bien conseillé. Oui. Alors, est-il homme de rancœur? Bon, ça... Moi j'ai tendance à dire, je le répète, c'est pourquoi je peux le redire, je trouve que c'est un homme méchant. Il y a des manières de traiter un adversaire qui relève de la méchanceté. Mais aujourd'hui, il vaut mieux lui donner le bénéfice du doute en raison de la grave crise que nous traversons. J'espère qu'il entendra le message du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, et qu'il ira dans le sens de la recherche de vraies solutions aux difficultés. Aux difficultés, encore une fois, sous la forme d'étincelles à ne pas jeter sur la poudrière. Parce que la poudrière, elle est là. Et il n'y peut rien, il faut qu'il le sache. Et il faut que ses conseillers en analyse ou en intelligence le lui fassent savoir. Oui, mais il a plus d'un tour dans son sac. Hein. Il n'a pas dit ça au dernier mot. Oui, d'accord. Mais si ces tours sont des étincelles, nous en reparlerons, Pierre-Édouard, les choses vont exploser. Et l'opposition doit-elle profiter de cette crise-là pour faire de la surenchère politique en exigeant la tenue des locales, en demandant au président de ne pas se présenter à un troisième mandat et tout? Est-ce que c'était de bon ton pour vous de vous verser dans cette affaire-là? Écoutez, surenchère, c'est au-delà de l'enchère. Vous n'avez pas cité des choses qui sont réclamées depuis plusieurs années. Il n'y a pas de surenchère. On rappelle que les requêtes de l'opposition non respectées sont partie du problème. Et il s'agit de quoi? Il faut apprécier ces requêtes. Mais il s'agit pour l'essentiel d'un retour à la situation qui a permis à Macky Sall de se faire élire en 2012. D'un retour à des dispositions constitutionnelles, à des dispositions légales, je pense au code électoral, qui ont permis au Sénégal de vivre deux alternances paisible. Bon, il y a eu parfois un peu de troubles, mais quand même, on s'en est bien sorti. La passation du pouvoir s'est bien organisée. Alors pourquoi avoir détruit tout ça? Pourquoi avoir organisé un recul démocratique? Et nous le répétons depuis 2016, depuis 2017 au moins. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a rien de nouveau. Rien. On ne réclame pas l'impossible. C'était là et ça marchait. Pourquoi vous faites reculer le Sénégal au plan démocratique? Et aujourd'hui, pourquoi vous laissez s'organiser le recul de la nation sénégalaise? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Par recul, une démocratie, on l'organise. On organise pour aller dans le bon sens. Notre démocratie n'a jamais été parfaite. Prenons le cas du parrainage. Ça a été salutaire pour notre démocratie, non? Écoutez, comment pouvez-vous mettre en place un parrainage qui est impossible à respecter? Je vous renvoie à la définition du parrainage par la Constitution. Signature d'un électeur. Quand vous avez les candidats qui viennent et que vous avez 1 600 000 signatures à vérifier, parce qu'il faut les vérifier, c'est ça le parrainage. Est-ce possible ou pas? C'est impossible. Et c'est pourquoi, en France, le principe du parrainage citoyen a été abandonné à la demande du Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi, au Sénégal, le Conseil constitutionnel, sachant qu'il ne pouvait pas vérifier les signatures, a mis une contre-vérité dans sa décision 2E 2019 du 13 janvier 2019 en indiquant
après contrôle ou après vérification des signatures des fiches papier. C'est faux. Et vous voulez un retour à la situation hantée? Mais qui marchait? Pourquoi on Samar Boutas, où on va se retrouver avec une cinquantaine de candidats? Mais on n'a jamais eu 50 candidats. Et il y a des pays moins organisés que nous qui en ont eu 30. Discutons des critères, mais ne mettons pas en avant un critère impossible à respecter. Il est choisi de manière intentionnelle, impossible à respecter, parce que l'objectif c'était d'éliminer certains candidats et d'organiser une élection présidentielle sur la base de sondages dont on disposait déjà. C'est aussi simple que ça. Et pensez-vous que vos exigences vont trouver un écho favorable auprès du président? Écoutez, il y a deux choses. Il y a une démarche qui est celle du dialogue politique. On y recherche des consensus avec la société civile, la majorité et les partis d'opposition. Le président l'a rappelé lors de son dernier discours, 27 points, 25 sont acceptés, ou en tout cas en cours de plus fine définition et de mise en œuvre. Et il y a une autre démarche qui est celle engagée par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il n'a jamais été question pour le FRN, en tout cas, de poser des exigences. Notre interlocuteur, ce n'est pas Macky Sall. Notre interlocuteur, c'est Serigne Mountakha Mbacké à travers sa délégation. Oui, et on ne pose pas d'exigences. Mais vous vous adressez directement au président. On met entre ses mains, relisez bien la déclaration, on met entre les mains de cette délégation ce que nous considérons comme susceptible d'apporter la paix politique au Sénégal, parce que c'est cela qui nous est demandé. Que pensez-vous nécessaire pour amener la paix politique au Sénégal? On a fait des propositions, mais c'est pas, il ne faut pas avoir des exigences, mais certainement pas. Ça serait irrespectueux vis-à-vis de Serigne Mountakha Mbacké. Oui, nous n'oserions pas. Le Sénégalais s'y perd. À quelle opposition se fier? Il y a le M2D qui sort des résolutions par-ci, le FRN également qui fait des communiqués par là. Finalement, à quelle opposition se fier? Bon, vous posez un problème important. Il est absolument nécessaire de créer un cadre unitaire d'action de l'opposition. Dans tous les pays du monde, il y a plusieurs oppositions. Mais lorsque l'heure le réclame, il devient à ce moment-là indispensable d'aller vers l'unité. Ce cadre unitaire est en marche. On a engagé le processus dès après le 1er novembre et on est pratiquement au terme de boucler cette opération. Et à ce moment-là, on sera tous ensemble et on décidera ensemble de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faudra dire, de ce qu'il faudra demander. Finalement, cette affaire Sonko a été une aubaine pour l'opposition. Hein? Tel un instinct grégaire, vous vous êtes vite retrouvé. Mais encore une fois, à moins que vous ne m'ayez pas entendu, après le 1er novembre, des démarches ont été engagées. Et au moment où je vous parle, déjà en décembre, avec Sonko, avec Khalifa Sall, avec Cheikh Tidiane Dièye, donc Sonko et Cheikh Tidiane Dièye sont dans le M2D, avec le CRD et l'ensemble des partis le constituant, nous avons, et d'autres ont été consultés, nous avons conçu le premier cadre pour ce cadre unitaire. Mais vous avez surfé un peu dans cette processus. Le processus est en cours. C'est vrai que si vous dites que ça a peut-être servi d'accélérateur, c'est peut-être le cas, parce qu'effectivement, on était en train de perdre un peu de temps, ce que je regrettais. Donc aujourd'hui, je crois que cette agression contre l'un des membres de l'opposition rappelle tout le monde à la nécessité de l'urgence. Pas la nécessité de créer le cadre, parce que c'était déjà en cours, mais au moins de l'urgence de le faire démarrer. Aujourd'hui, l'heure est à la décrispation. Hein? Les libertés provisoires pleuvent de partout. Comment appréciez-vous cette affaire-là, cette démarche de l'État du Sénégal? Ce sont des gestes qui vont dans le bon sens et il faut s'en féliciter. Alors, maintenant, nous allons essayer un peu, il nous reste peu de temps, de parler de l'économie
dans notre pays. On a démarré par cela, on va terminer par cela. Donc, Premier ministre Abdoul Mbaye, le Sénégal avait promis durant cette crise le PAP 2A. Le PAP 2A pour donc injecter 15 000 milliards dans ce projet, dont l'ambition à court ou bien moyen terme ou long terme, c'est d'en arriver à un taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2023, c'est-à-dire 13,7%. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ces contingences venues de l'extérieur, que le PAP 2A est devenu caduc ou pas? Ce que je peux dire, c'est que nous sommes devenus, au Sénégal, des spécialistes de conception de programmes. Or, très sincèrement, il faut un projet traduisant une vision à long terme et des programmes de mise en œuvre à échéance plus réduite peut-être. Mais on ne peut pas passer notre temps à changer de programme, à perdre les repères. On a commencé par le Yonu Yokete. Ensuite, il y a eu le PSE. Ensuite, il y a eu le PRES. Ensuite, il y a eu le PAP 2A. Quand vous lisez le contenu du dernier Conseil des ministres, qui va d'ailleurs dans le sens de notre conception, par exemple, de l'industrialisation du Sénégal en passant par l'artisanat, c'est une remise en cause. C'est une remise en cause. C'est une bonne chose. Il va falloir, c'est une bonne chose. Oui. Il va falloir donc revoir un autre plan. Mais on ne peut pas changer chaque année ou tous les 2 ans de plan général. C'est pas possible. Alors, ça vous amène à vous poser des questions. Il y a eu des facteurs exogènes qui s'y ont greffés. Oui, mais ça doit donner lieu à de petites adaptations, mais pas à des remises en cause totales. C'est pas possible. On s'y perd. Dès lors que vous changez la dénomination, rien que ça, on s'y perd. Vous changez à l'intérieur. On a presque l'impression que l'important, c'est de concevoir dans des bureaux, d'avoir une dénomination qui sonne bien à l'oreille, et puis paf, c'est reparti. Et d'ailleurs, quand on se rend compte également, je pense au PSE, c'est pas la peine d'entrer dans certains détails, mais on se rend compte également que même lorsque le plan ou le programme est défini, on ne le respecte pas. Je vous rappelle que le PSE fixe comme première condition de sa mise en œuvre un prix de l'électricité compétitif. La première condition. J'y travaillais à l'époque, je peux vous le dire. Qu'a-t-on fait pour baisser le prix? Au contraire, on l'a augmenté en décembre 2019. Et aujourd'hui, le prix de l'électricité au Sénégal, qui est quand même fondamental pour la compétitivité de notre économie, est équivalent à 2,5 fois celui qu'on peut considérer comme une norme internationale. Mais la fourniture en électricité a été améliorée. On ne connaissait plus les coupures intempestives. Il y a deux choses. D'avant 2012. Il y avait, c'est vrai, il y avait la qualité, il y avait le coût. C'est un minimum, la qualité. C'est-à-dire la disponibilité. Mais si vous avez une électricité trop chère, vous ne pouvez pas être compétitif. C'est tout. Et tout votre projet reposant sur le développement des exportations, sur leur diversification, il tombe à l'eau. C'est pourtant le schéma que préfèrent les institutions de Bretton Woods, ce n'est pas le nôtre. Hein. Ah bon. Mais bon, je considère quand même que c'est indispensable, même lorsque vous vous souciez de développer l'économie nationale. Parce que nous, c'est cette option que nous prenons. Et les 350 milliards promis par le chef de l'État, surtout pour les jeunes, pensez-vous que ce sera ce fameux fil d'Ariane qui va nous permettre de sortir du labyrinthe? Il y a quelque chose d'étonnant dans notre pays, c'est que sur 20 ans, on peut reproduire les mêmes solutions, même si elles ont donné des échecs récurrents, systématiques. Vous savez, le problème, il n'est pas dans le financement. 300 milliards, ils peuvent les trouver, c'est possible. Mais combien de fois dans ce pays a-t-on mis en place des lignes de crédit destinées aux jeunes? Où sont ces lignes de crédit? Ont-elles été gérées dans la transparence? Qui en a bénéficié? Quels sont les success stories? Il n'y a jamais de compte rendu. On a l'impression... Il faut évaluer l'existant d'abord. Évidemment, évidemment. Et puis surtout,
Alors ça, je le dis tout de suite, la solution, elle n'est pas là. Ah oui. La solution, elle est davantage dans ce qui a été retenu lors du dernier Conseil des ministres. Ce n'est pas une question de financement individuel, c'est une question de stratégie économique. Si vous décidez de fonder l'industrialisation du Sénégal à partir du développement de son artisanat et que vous mettez tout ce qu'il faut, parce que ce n'est pas seulement une décision comme ça, nous on est allé dans le détail, à ce moment-là, vous créez des conditions propres au développement de l'emploi et notamment le développement de l'emploi des jeunes. Mais quand vous avez une économie atone qui n'évolue pas, quand vous avez une agriculture qui tombe, parce que c'est le cas, mais quand vous avez une pêche qui souffre avec des mises au chômage, vous allez donner de l'argent pourquoi? Pour qu'ils achètent des pirogues? Alors qu'il n'y a plus de poissons parce que vous avez donné trop de licences à des navires étrangers. Donc, que l'on examine la question au niveau global et qu'on se soucie, mais on n'a peut-être plus le temps là, de développer une économie nationale, parce que c'est celle-là qui est porteuse de création d'emplois. Et alors, à ce moment-là, le financement d'opérations par les jeunes prend son sens. Voilà. En toute transparence. Voilà, il faut insister sur cela. Merci beaucoup. Merci Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail et ancien Premier ministre. Ça a été vraiment un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau de l'émission Opinion. Merci infiniment. Ce fut encore une fois un plaisir partagé. Bien. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro d'Opinion. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.